Bon, on peut aussi aborder ce qu'on peut appeler la réalité triviale de la guerre en Ukraine, où en fait on entend de façon d'ailleurs très inquiétante que toutes les nations pro-américaines ou soumises aux Américains envoient aujourd'hui de l'armement en Ukraine. On peut considérer ça en fait quand on y réfléchit sérieusement comme un déstockage des vieilles armes, notamment des armées de l'Union européenne, qui envoient leur vieux matériel en Ukraine afin de recommander de la nouvelle marchandise au complexe militaro-industriel américain. Voici les chars anti-aériens de l'armée allemande qui seront livrés dans les prochains jours à l'Ukraine. Des blindés vétustes, mais un geste symbolique pour Berlin, qui avait jusqu'à présent été timide dans son aide militaire à l'armée ukrainienne. Exactement, la grande vedette du jour, si on peut le dire comme ça, c'est le T-72M. Et l'ironie de cette histoire, eh bien, c'est que ces chars sont de conception russe. Ils ont largement équipé l'armée rouge pendant la guerre froide, l'armée irakienne lors de la guerre du Golfe en 91, l'armée israélienne en 82 lors de l'invasion du Liban. Ce qui est marrant dans ce déstockage, c'est que l'Union européenne envoie toutes ces vieilles armes à l'Ukraine qui ne pourra rien en faire, et c'est Poutine qui fait la casse auto, tu sais, qui les concasse. Hein. Donc en fait, chacun fait son boulot. Mais après, ce à quoi il faut réfléchir, c'est que ces armes, surtout si c'est des armes lourdes, auront beaucoup de mal à atteindre le front, surtout quand on regarde la carte, puisque en fait l'armée russe contrôle totalement l'espace aérien, a détruit les voies ferrées en détruisant toute l'électricité, puisque c'est du ferroviaire électrique. Donc à part des armes légères, ce qui est toujours embêtant dans un contexte, je dirais, de style guerre civile, chaos de faible intensité, les armes lourdes ont très très peu de chances d'arriver jusqu'au front pour aider les Ukrainiens. Et d'ailleurs, on a déjà pu le vérifier, puisque dès qu'il y a eu des stocks d'armes assez sérieux sur le territoire ukrainien, les Russes ont envoyé des missiles, là-dessus ils sont assez bons, et ont détruit les entrepôts. Donc la lecture, c'est plutôt ça. Les Américains poussent les Européens à acheter des armes, et puis ce cirque, en fait, le monde entier, en fait, c'est pas le monde entier, hein, c'est 40 nations sur 160 qui sont membres des Nations Unies, donc c'est une minorité, prétendent aider l'Ukraine, sous-entendu que quand ils auront reçu toutes les armes qu'il faut, ils vont pouvoir inverser le cours de la guerre, alors qu'en vérité, c'est pour cacher que dès le premier jour, pratiquement dès que les Russes ont décidé de lancer cette opération spéciale, ils avaient déjà gagné, après c'est qu'une question de temps. Donc c'est aussi, en plus d'une arnaque du complexe militaro-industriel américain, c'est aussi de la propagande pour cacher en fait que l'Empire américain, à part taper des petits pays, des puissances secondaires, comme la Libye par exemple, ne peuvent rien faire quand Moscou et l'armée russe décident de reprendre le contrôle de son étranger proche, et notamment l'Ukraine. Et puis aussi, on l'a vu d'ailleurs avec la Finlande et la Suède, on pousse les pays de l'Union européenne, dont les élites sont des traîtres, hein, c'est tous des young leaders, à mettre l'Europe en danger. Parce que je pense que c'est ça aussi le calcul, c'est qu'en fait l'État profond américain, en sacrifiant l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, repousse l'échéance de sa perte de puissance impériale au profit de l'alliance russo-chinoise, l'échéance finalement de la relégation de l'Empire américain, dont le destin est de finir comme l'Angleterre, comme ce qui est arrivé à l'Angleterre, qui au milieu du 19e siècle était la plus grande puissance mondiale et fournissait la moitié de la production industrielle du monde. Et puis en 1945, ça redevient une puissance régionale comparable à la France. Et je crois que l'avenir, c'est ça, c'est que l'Amérique, qui est aussi une île isolée au milieu des océans, restera une grande nation, mais va devenir, on va dire, l'Angleterre du 21e siècle, et va être obligée de céder le leadership à l'alliance russo-chinoise. Et d'ailleurs, on voit bien déjà que l'Inde, l'Amérique du Sud avec le Venezuela et surtout le Brésil, même les pays arabes, n'attendent qu'une chose, c'est que l'Amérique soit enfin déclassée avec son faux dollar et ses menaces militaires systématiques pour pouvoir négocier dans des relations plutôt gagnant-gagnantes à travers les nouvelles routes de la soie avec la nouvelle puissance dominante, la puissance continentale russo-chinoise. Hein. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ce que j'espère, moi, et c'est d'ailleurs le destin, c'est que l'Union européenne, c'est-à-dire l'Europe occidentale, après avoir joué contre ses intérêts, sera bien obligée à un moment donné de ratifier le nouveau rapport de force et basculera lentement et sûrement du côté de la puissance russe, comme elle est déjà en train de le faire sur le revirement sur le pseudo-boycott du gaz et des énergies russes. Hein. On voit très bien que les Russes ont obtenu tout ce qu'ils voulaient sur le paiement en roubles et qu'en fait, il n'y a pas d'alternative à l'énergie russe
Et ça aussi, d'ailleurs, quand je vois des spécialistes américains dire que l'économie russe est équivalente à celle de l'Espagne en s'appuyant sur le PIB. This is a country whose gross national product is smaller than Texas's. Je rappelle que le PIB, c'est de la merde, puisque dans le PIB américain, 20% du PIB américain, c'est des frais de cabinet d'avocats. C'est-à-dire, c'est pas de la création de richesse. Alors que la Russie, ce qu'il faut regarder, c'est qu'elle a des réserves de richesses naturelles monstrueuses, vu l'étendue de son territoire et son sous-sol. Donc, il y a la vraie richesse, ce n'est pas le PIB. Et si on regarde la vraie richesse de la Russie et sa position stratégique, c'est pas du tout l'Espagne, ni le Texas, comme disait, je sais pas trop quel américain qui est bien gentil, mais sa spécialité, c'est pas l'économie. Donc, l'avenir, c'est l'alliance russo-chinoise, c'est certain, et l'avenir, c'est le déclassement des États-Unis. Et c'est d'ailleurs ce déclassement qu'accepte Trump et qui est la ligne Trump de America's First. C'est de renoncer à l'empire pour se consacrer à la nation américaine. Et je crois moi aussi que même si à court terme, les États-Unis tirent les marrons du feu en poussant l'Europe occidentale contre la Russie et en empêchant effectivement à court terme cette alliance eurasiatique qui leur fait très peur, c'est-à-dire la grande Europe, à terme, l'Europe rejoindra l'alliance russo-chinoise et à terme, l'Amérique sera, à moins qu'ils veulent aller à la Troisième Guerre mondiale, de toute façon, il y aura l'après-guerre de toute façon, l'Amérique sera obligée d'opérer, je pense, avec Trump, ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur. Et c'est ça la vérité, à mon avis, indépassable de la longue durée.